Hello, hello, je suis Céline Oel, freelance dans le secteur de la communication. J'ai lancé ce podcast après la deuxième saison du confinement avec une furieuse envie d'aller questionner sur le terrain l'intuition des femmes qui entreprennent. Tous les 2 mois, durant une demi-heure, je parcours avec mon invité la création de son entreprise ou de son activité, ses valeurs et d'autres thématiques selon ce qu'elle m'inspire. Pour ce 7e et dernier épisode de la saison, j'ai choisi Bénédicte Godefroy, psychologue, psychothérapeute, autrice du podcast A comme atypique et bibliothérapeute. Bénédicte et moi, on se connaît depuis l'école secondaire à Chimay. Elle se prédestinait déjà à un avenir en relation avec les autres. Bénédicte est ensuite partie faire ses études de psychologue à Liège et c'est là que nous nous sommes perdus de vue. C'est le podcast, le sien, le mien, qui nous a permis de nous croiser à nouveau et donc de façon très naturelle. Cet épisode a donc été enregistré à distance avec Zencast. Dans un premier temps, moi j'étais très curieuse de savoir comment était né son podcast, mais j'ai aussi voulu en savoir plus sur l'hypersensibilité de manière générale. Nous avons abordé le métier de psychologue, la difficulté, entre autres, de trouver un emploi salarié dans ce secteur. Nous avons aussi parlé de son parcours vers l'entrepreneuriat en tant que psychothérapeute et maintenant aussi en tant que bibliothérapeute. Naturellement, la place que Bénédicte réserve à l'intuition m'a intéressée particulièrement. Et enfin, j'avais envie de lui faire parler de sa stratégie de contenu. Ce n'est pas la technologie qui empêche Bénédicte de dire ce qu'elle a à dire, et là, il y a vraiment de quoi nous inspirer. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à cette conversation passionnante avec Bénédicte Godefroy. Bienvenue sur le podcast Les Intuitives. Bonjour Bénédicte. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir sur le podcast Les Intuitives. On va commencer directement avec ton parcours. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer ton parcours professionnel depuis la sortie de l'école à maintenant? Oh là là, ça va être long. En En tout quelques, cas, un en grand quelques merci pour mots. ton invitation parce que ça me fait très plaisir d'être interviewée par toi. J'aime beaucoup ton podcast, donc c'est gai. Alors, moi, je suis sortie il y a 15 ans à peu près de l'université, donc, puisque j'y ai fait mes études de psychologue. J'ai travaillé un petit peu comme psychologue en hôpital pour un contrat de remplacement. Et puis après, comme beaucoup d'autres psys, je n'ai plus trouvé de travail, pas moyen de trouver de travail comme salarié. Et être indépendant à ce moment-là, c'était un peu tôt parce que j'estimais qu'il fallait un peu plus d'expérience de vie pour se retrouver déjà tout seul à recevoir des gens en difficulté, quoi. Donc du coup, j'ai fait une autre formation, j'ai fait responsable qualité, j'ai travaillé en robinetterie industrielle, donc le truc rien à voir. Mais je me suis bien plu, franchement j'ai appris beaucoup de choses, c'était vraiment gai. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me dire, j'ai envie de redevenir psychologue. Et donc du coup, je me suis posé la question, j'ai trouvé une formation que je pouvais commencer sans avoir encore de patients, une formation en psychothérapie, en thérapie brève en l'occurrence. Et en juin 2014, j'ai commencé comme indépendante à titre complémentaire. Et puis au fur et à mesure, j'ai diminué mon temps de travail de salarié, tout en cherchant toujours un travail de salarié en tant que psychologue, ce que je n'ai jamais trouvé. Et si, à un moment donné, j'ai fait aussi un contrat de remplacement quand même pendant 9 mois, si je me souviens bien. Et puis ça s'est terminé. Et là, je me suis dit, ok, je me lance comme indépendante à titre principal. Et ça, c'était en janvier 2019. J'ai un peu ramé financièrement au début, mais bon, voilà, ça s'est quand même plus ou moins rapidement mis en place. Et maintenant, je ne voudrais plus revenir en arrière. Je ne cherche plus de boulot comme salarié. Je ne le souhaite plus. Moi, je veux rester indépendante à titre principal. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans le statut d'indépendante? La liberté, c'est vraiment, j'organise mes journées, enfin comme je veux. Évidemment, j'ai toujours les contraintes de pouvoir recevoir mes patients et d'être rentable à la fin du mois, à la fin de l'année. Mais en dehors de ça,
Si j'ai envie de faire un lundi, un mardi full journée et puis mercredi rien du tout, je fais comme je veux. Ce qui fait évidemment que j'ai beaucoup adapté mes horaires par rapport à mes enfants et ce qui me permet d'être pas mal présente pour eux quand ils sont là. Et, euh, et ce qui laisse évidemment beaucoup de place aussi à la créativité. Si à un moment donné j'ai envie de faire telle formation, par exemple, il y a 2 ans j'ai fait l'hypnothérapie, je la fais, je ne dois pas demander la permission à un boss pour le faire, j'organise mes congés comme je veux. Là, ici, je développe plein de choses depuis janvier. Je suis. Moi et ma vie pratique sont mes seules limites dans ce que je mets en place, quoi. Mais c'est parce que tu disais que c'était trop tôt quand tu es sortie de l'école pour te lancer, mais donc est-ce que ça te trottait déjà dans la tête, le statut d'indépendante? Est-ce que c'était quelque chose déjà qui te tentait? Oui, en effet, le fait d'être psychothérapeute, psychologue, psychothérapeute dans un bureau et recevoir des gens pour des thérapies, c'était en effet un peu déjà mon objectif, même si j'avais aussi comme projet de travailler en hôpital, mais c'était déjà quand même aussi un objectif que j'avais quand j'ai entamé mes études. Et donc évidemment, je suis super contente, en tout cas de celui-là, de l'avoir mis en place. Mais est-ce que c'est une piste qu'on pousse dans les écoles, dans les universités qui forment les futurs psychologues, la piste de Pas l'indépendance? nécessairement. On en parle évidemment parce que la plupart des profs ont souvent une petite activité comme ça en tant qu'indépendant. On en parle, mais c'est vrai qu'on parle quand même aussi beaucoup de tout ce qui est travail en institution, que ce soit hôpitaux ou des centres de santé mentale ou des centres pour personnes handicapées. Enfin voilà, c'est très varié évidemment les places où on peut travailler, le PMS aussi. Mais quand on ressort des études de psychologue, on est psychologue, mais on n'est pas psychothérapeute. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les outils pour vraiment prendre en charge des personnes, je vais dire seul à seul, donc pas en équipe, et de les suivre pendant tout un travail de thérapie qui, des fois, en plus, peut durer longtemps. Ça dépend évidemment un peu de chacun et des problématiques. Donc en fait, la psychothérapie, c'est la prise en charge, tandis qu'être psychologue, enfin C'est plus comment est-ce qu'on varié en pourrait le fait. Quand définir? on est psychologue, enfin avec le diplôme de psychologue, on peut faire beaucoup de choses. À nouveau, on peut travailler en PMS, et cetera. Et là, évidemment, on ne fait pas de thérapie en tant que telle. On ne va pas soigner des gens. On peut accompagner, on peut guider des gens, on peut leur faire des tests aussi. Par exemple, le test de QI, c'est souvent ceux qui sont les plus connus. On peut faire beaucoup de choses, mais pas forcément vraiment de la thérapie en tant que telle, où là, on va vraiment, la personne vient avec une demande et on va vraiment commencer à travailler sur cette demande et du coup, éventuellement, mais pas, pas obligatoirement, retracer un peu le passé, le parcours de la personne. Mais en tout cas, en thérapie, bref, c'est surtout, on réfléchit surtout à comment faire en sorte que la personne soit dans un mieux-être maintenant et pas nécessairement pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. C'est un peu, enfin ça c'est des courants qui sont différents à l'intérieur de la psychothérapie, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est ce courant-là que toi, tu as choisi Ouais. dans tes activités. Est-ce que tu peux développer justement tes activités? Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Alors donc, je suis donc psychothérapeute depuis déjà donc pas mal de temps. Comme je le disais, il y a 2 ans, j'ai eu envie d'ajouter un autre outil à ma pratique qui est l'hypnose. Et alors, ici, toute fin de l'année passée, donc vraiment genre au mois de décembre, j'ai eu envie d'autre chose aussi. Je ne saurais plus retracer exactement le chemin parce que il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées, qui sont, enfin, ça a été assez foisonnant comme idée, comme créativité, la fin d'année passée et le début de cette année-ci. Et à un moment donné, je me suis dit, ah oui, je vais faire de la bibliothérapie. En plus, le mot qui délivre, Héloïse Steyart, qui a été ma formatrice, proposait justement une formation fin janvier. Je me suis dit, c'est nickel, j'ai même pas besoin d'attendre 6 mois avant de le faire. Elle est à Liège, c'est juste à côté de chez moi, hop, c'est parti. Et je me suis embarquée là-dedans avec vraiment cette intuition de me dire, oui, ça me parle, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de compléter ça comme ça. Et
et il y a plein de choses qui sont venues, en plus de ça. Il y a le podcast aussi. Enfin, ça a vraiment été, un début d'année, avec oui, une créativité et une part d'intuition comme ça qui est arrivée. C'était assez fort et je me suis laissée embarquer par le courant, ce que je ne regrette pas. Parce qu'ici, au mois de mai, ben voilà, mon podcast se suit bien. L'hémopotion, donc l'activité de bibliothérapie, est toujours en train de se développer, donc ça prend un peu plus de temps, c'est normal, mais j'aime toujours, j'adore. Mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la bibliothérapie? Alors la bibliothérapie, on soigne par les mots, c'est-à-dire qu'on va proposer aux personnes, en fonction d'une problématique spécifique qu'elles amènent, des mots, mais alors ça peut être sous forme de livres, mais ça peut être sous forme d'extraits, ça peut être sous forme de chansons, de poèmes, de podcasts aussi. On va leur apporter des mots qui vont rentrer en écho en fait avec cette problématique, euh, pour que finalement, via ce qu'ils lisent ou ce qu'ils écoutent, ils se disent: «Ah oui, tiens, telle personne, elle met vraiment les mots qu'il faut sur ce que je ressens en moi et que moi je n'arrivais pas à exprimer. Ça me fait vraiment un bien fou d'écouter ça». Il y a toutes des choses du coup qui se passent et après alors souvent on en reparle, lors d'un entretien et ça permet à la personne de pouvoir avancer, parce que mettre en mots des émotions, des ressentis, ça fait partie du traitement et de la guérison en quelque sorte. Est-ce qu'il faut être psychologue enfin, ou en tout cas avoir fait des études de psychologie pour être bibliothérapeute? Non, non, pas nécessairement. Maintenant, c'est vrai que dans bibliothérapeute, il y a le mot thérapie. Donc, il faut quand même voilà, être sûr de savoir ce qu'on fait dans ce domaine-là. Mais il y a plein de formations qui existent si on a encore un peu des doutes sur cette partie-là de thérapie. Parce qu'en effet, c'est un truc à prendre en compte. Mais non, on n'est pas obligé d'être strictement psychologue. Si on est passionné par les livres, c'est déjà une bonne piste alors. Oui, absolument. Et puis bon, évidemment, si à un moment donné, et ça, toutes les personnes qui ne sont pas psychologues et qui sont thérapeutes, que ce soit via les livres ou autre chose, quand elles se rendent compte que la personne arrive avec un vécu peut-être vraiment trop lourd, avec une pathologie psychiatrique, avec un gros traumatisme, ça souvent, en général, alors ils réorientent vers des psychologues. C'est L'intéressant, c'est de travailler en réseau, évidemment, à l'intérieur de tout ce qui est thérapie. Moi, en tant que psychologue, à certains moments, quand je vois que des personnes, on a déjà beaucoup parlé de leurs soucis, mais qu'à un moment donné, elles ont besoin d'une thérapie plus axée sur le corps, par exemple, je peux les orienter vers des kinésiologues, par exemple, des sophrologues, etc. Enfin, il y a à nouveau tout ça, c'est des choses qui peuvent se compléter et c'est plutôt chouette de travailler comme ça finalement. Est-ce qu'il y a une durée type, d'une thérapie dans le cadre de la bibliothérapie? Euh, En général, c'est assez court. Souvent, les personnes viennent une fois. Du coup, on établit un peu avec la personne pourquoi est-ce qu'elle vient et puis quelles sont ses habitudes de lecture aussi, évidemment. Parce qu'on va pas, on va aussi prendre ça comme paramètre pour déterminer ce qu'on va proposer à la personne. Euh, et puis la personne va choisir dans ce qu'on va lui proposer, va choisir ce qu'elle va lire ou écouter. Et alors en général, il y a une séance supplémentaire pour un peu débriefer sur ce qui s'est passé. Et si pour la personne c'est suffisant, ça peut s'arrêter là finalement. Si par contre elle a envie de continuer, qu'elle veut proposer autre chose ou qu'elle veut aller plus loin, toujours dans la même thématique, alors on continue. OK, et tu organises ça, plutôt en soirée, en journée? Comment ça se passe, En les général, je suis discussions? plutôt dans les journées et alors une semaine sur deux, je fais enfin des soirées, mais jusqu'à 6h30, 7h maximum. Parce que maintenant, je privilégie mes soirées. Avant, je faisais beaucoup plus tard, mais je me rendais compte qu'au bout d'un moment, j'étais quand même bien fatiguée, donc je fais un peu plus light mes horaires. Mhm. Et tu m'expliquais quand on a préparé l'interview que, donc tu vois un certain nombre de personnes en thérapie et puis, tu as eu envie de développer justement la bibliothérapie pour, sortir un petit peu,
Oui. de la thérapie plus classique, on va dire. Oui, voilà. Ça peut avoir une certaine lourdeur enfin, ça peut être difficile à vivre. Oui, bien sûr, parce qu'on Mmh. on réceptionne quand même évidemment beaucoup de souffrances, beaucoup d'émotions et bon, bah, on a tous évidemment nos capacités, à encaisser ça et notre résilience. Mais c'est vrai que, voilà, j'adore mon métier, je ne voudrais pas en changer, mais je me rendais en effet bien compte que j'avais besoin de vivre autrement certaines choses, d'être dans d'autres énergies, peut-être un peu plus positives, et heu et c'est aussi pour ça que je développe plutôt des ateliers collectifs en bibliothérapie pour justement aussi sortir de ce côté plus, séance, en individuel, même si j'en propose quand même, aussi en bibliothérapie. Mais en collectif, ça se passe comment alors? Tout le monde vient avec sa problématique, tout le monde en parle, chacun à son tour? Enfin, je En visualise pas trop. Oui, en général, j'organise ça plutôt sur un thème spécifique. Comme ça, en effet, les gens qui viennent sont réunis par, une certaine, problématique. Et puis alors moi, je vais proposer, des extraits qui concernent évidemment cette problématique-là et alors les personnes vont pouvoir, dire elles ce que ça leur a fait, et on va échanger autour de tout ça, avec souvent aussi une part d'écriture, parce que c'est vrai que là on parle de lecture, mais dans la bibliothérapie il y a évidemment beaucoup d'écriture, enfin il y a beaucoup d'écriture, en tout cas il peut y avoir pas mal d'écriture. Et une partie un peu plus créativité aussi, parce que bah, la bibliothérapie fait partie de l'art-thérapie. Donc, en général, dans les ateliers collectifs, je vise quelque chose, on va dire, d'assez complet, que ça soit au niveau intellectuel, émotionnel. J'utilise divers canaux. OK. En tout cas, c'est chouette, tu diversifies tes activités. Ouais. Enfin, j'imagine que comme tous les métiers, donc le métier de psychothérapeute évolue enfin voilà, c'est assez chouette de voir que ça peut se développer tout en restant thérapeutique, mais Oui, aussi, en rentrant un petit peu plus peut-être dans la vie quotidienne des gens, avec des choses plus abordables comme les livres oui, où, oui, oui. on a peut-être un peu moins la distance, enfin, oui, entre le thérapeute qui soigne ou la thérapeute et la patiente ou le patient ou Oui, un c'est un autre univers, que je peux développer avec l'émopotion, que je peux moins développer en tant que psychologue, psychothérapeute, où là, on a, en effet tout un autre positionnement un peu plus neutre comme ça, et cetera. Donc là, c'est vrai que i comme tu dis, il y a une notion, oui, de quotidien, mais donc du coup de proximité qui est un peu différente et intéressante aussi, quoi. Mmh. Et puis il y a le podcast aussi, hein, Oui, donc A comme atypique. ouais. Donc voilà, parle-nous-en un petit peu. Alors, donc c'est sur l'hypersensibilité, parce que finalement, ça faisait quand même quelques années où je me rendais compte que je répétais, souvent la même chose, à pas mal de mes patients sur l'hypersensibilité, soit parce qu'ils se savaient déjà hypersensibles ou soit parce que je les détectais hypersensibles. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de le répéter tout le temps, autant l'enregistrer et le diffuser. D'autant plus que, à nouveau, hein, à partir de fin de l'année passée, j'avais l'envie de faire autre chose et finalement, enfin c et c'est quelque chose que j'adore aussi dans mon métier, c'est que finalement, évidemment, les personnes arrivent avec leur propre histoire, et sont très aspirantes et j'avais notamment, bah, une patiente qui me parlait de webinaires, de podcasts et quand elle me dit ça, je me dis: «Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi parce que, moi la technologie, j'aime encore bien et je suis très curieuse». Donc du coup, je me dis: «Ah oui, ce serait marrant de faire un podcast, oui, mais enfin je le ferais sur quoi?» Puis à un moment donné, je me suis dit: «Bah, enfin oui, fais-le sur hypersensibilité» et puis, et du coup, à partir de là, hop, à nouveau, il y a tout qui s'est enchaîné, à partir de ce fameux mois de juillet et je crois que j'ai eu l'idée, je crois 2 ou 3 semaines après, je lançais mon premier épisode parce qu'après tout, hein, pourquoi attendre? Et hop, c'était parti, quoi. Et donc c'est, à chaque épisode, c'est une lettre, enfin, Ouais, et un mot qui, comment on va dire? que j'aborde et que j'explore, que je Qui permet définis. d'expliquer, l'hypersensibilité, enfin Oui, un axe de l'hypersensibilité, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Je l'éclaire selon, l'hypersensibilité, par exemple la créativité,
dont j'ai parlé, je pense, dans le 4e épisode, tout le monde est créatif, mais il est clair que chez les hypersensibles, la créativité prend une place plus particulière, puisque avec toute cette sensibilité qu'on a, tout l'intuition et toutes ces idées qui peuvent bien se développer, en général, on est très fort connecté à notre créativité et c'est quelque chose qu'il faut savoir respecter, dont on doit savoir se nourrir, parce que c'est un des chouettes côtés justement de l'hypersensibilité. Et donc du coup, en effet, je prends une notion et je la relie à l'hypersensibilité dans ses côtés positifs et négatifs pour que justement les personnes hypersensibles puissent se dire oui, en effet, c'est pas tout le temps rose d'être hypersensible, mais ça peut quand même l'être aussi. Et l'hypersensibilité pour les personnes qui écoutent, et qui ne savent pas ce que c'est, comment est-ce que tu pourrais le définir? Mais en quelques mots? Oui, oui, on va pas En refaire un podcast voilà. ici. Oui, bien sûr. L'hypersensibilité, c'est un mode de fonctionnement spécifique, notamment du cerveau, qui fait qu'en fait, souvent, les personnes hypersensibles sont pas nécessairement hyper émotives, parce qu'on confond souvent les deux notions. C'est pas parce qu'on ne pleure pas devant le dernier Disney qu'on n'est pas hypersensible. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir. Et c'est pas parce qu'on pleure devant le dernier Disney qu'on est hypersensible. En général, donc on est empathique, donc autrement dit, on va assez bien savoir se mettre à la place de l'autre et ressentir ses émotions. Quand on rentre dans une pièce, on capte vite justement l'ambiance qui se passe, les émotions qu'il y a. On a soi-même beaucoup d'émotions, on peut avoir des émotions très intenses qui tout d'un coup ont un pic, on va être super triste pendant quelques heures, mais vraiment triste, et puis tout d'un coup ça passe et on va mieux. Des fois on a le retour des gens de se dire mais enfin t'es instable, tu passes d'une émotion à l'autre comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens où on est 20 à 25% de personnes hypersensibles dans la population occidentale. Donc oui, on n'est pas la majorité, mais c'est pas pour autant qu'on est anormaux ou des extraterrestres, parce que des fois on peut vite avoir cette impression-là, puisque on sent ce décalage avec les autres qui ne fonctionnent pas forcément comme nous, qui ne réagissent pas comme nous. Euh, Comme on a cette intensité, on recherche l'intensité, mais en même temps on a aussi besoin de beaucoup de calme, donc il y a des moments où on va fort s'isoler, enfin, on peut vite être dérangé par le bruit, par la lumière, par certaines odeurs. Il y a aussi des notions d'hypersensorialité. Et tout ça est un fonctionnement spécifique qu'il faut savoir connaître, parce que du coup, on apprend à se comprendre, on apprend à, à se dire c'est normal de réagir comme ça ou comme ça. Et du coup, bah oui, on apprend nos forces aussi, quoi, du coup. Et peut-être à l'expliquer aussi à son entourage Oui, qui a du mal à comprendre, oui. Pour dépasser ces fameuses étiquettes, on est instable, on est compliqué, on est immature, on prend tout trop à cœur, il faudrait juste qu'on se calme un peu. Non, c'est pas ça. il C'est pas aussi simple que ça. faut pas nécessairement aller voir, une ou un psychologue quand on est, enfin un psychothérapeute quand on est hypersensible. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, il y a des hypersensibles, à la limite, qui ne sauront peut-être jamais vraiment, enfin, qui ne se mettront jamais l'étiquette d'hypersensible, mais qui n'auront aucun souci avec ça parce que ils vivent très bien ce fonctionnement-là et ça ne pose pas de problème. Donc, oui, heureusement, ce n'est pas une pathologie, donc on n'est pas obligé, en effet, d'aller voir un psy. Mais beaucoup de gens se retrouvent à aller voir un psy parce qu'en fait, ils développent un mal-être, parce qu'ils ne comprennent pas justement qui ils sont et comment ils fonctionnent, et donc se retrouvent avec... Enfin, ils arrivent et ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je fonctionne pas comme les autres, j'ai un problème, mais je ne comprends pas c'est quoi. Et puis quand on met le doigt dessus, ah ben oui, en fait, c'est pas un problème. À nouveau, c'est un mode de fonctionnement différent, et donc du coup, ça allège quand même le vécu, évidemment. Ouais. Et puis, il y a toutes sortes de pistes, qui permettent de justement de vivre avec Ouais. et de bien vivre avec, Ouais. et que tu donnes notamment à travers le podcast. Je mettrai les Oui. références de ton podcast Oui. pour que je l'écoute assidûment parce que moi aussi je me retrouve, enfin je n'ai pas été enfin je n'ai jamais fait, la démarche du Ouais. diagnostic, mais je me retrouve, Ouais. beaucoup, là-dedans, enfin dans cette définition. Et je voulais aussi du coup, te poser la question par rapport, à l'entrepreneuriat, Ouais.
parce que donc à travers le podcast, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui m'ont témoigné le fait que le salariat, ou le fait de travailler dans une structure un peu cadrante comme, Ouais. ça peut l'être quand on est salarié, employé, hem, est très difficile à vivre, entre autres pour les personnes hypersensibles. Donc moi je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre, est-ce que les hypersensibles sont peut-être plus, susceptibles à un moment donné, de faire le pas de l'entrepreneuriat? On les retrouve quand même assez facilement en effet, dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a une notion, à nouveau de créativité, d'intuition, d'envie d'autonomie, de liberté, heu, que du coup évidemment on a plus facile à exprimer, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est, les métiers créatifs, d'artisanat. C'est vrai que moi dans les réseaux, d'entrepreneurs au sein desquels je suis, mine de rien, il y a beaucoup de personnes où je me dis: «Bouh, ce serait bien hypersensible celle-là, oh celle-là aussi». Bon, je crois que des fois j'ai tendance à en voir un peu partout aussi, c'est vrai que ça c'est un peu la déformation, mais je pense qu'en effet oui, hein, c'est on les retrouve quand même assez facilement dans tous ces métiers-là. Ouais, très clairement. Et c'est une richesse en fait justement parce que souvent l'entrepreneur est quelqu'un qui innove, quelqu'un qui voit différemment les choses, quelqu'un qui ose quelque chose de différent, qui va apporter une idée nouvelle, une manière de faire nouvelle. Or c'est un peu justement, une des richesses de l'hypersensible, c'est d'aller voir ailleurs, là où les autres ne vont pas forcément, parce qu'il a cette curiosité, parce qu'il a cette capacité de voir les choses différemment, d'explorer cette créativité, à nouveau cette intuition. Enfin, tout ça se combine pour que finalement, en effet, ils deviennent de très bons entrepreneurs, quoi. Ceci dit, ça dépend un peu de la culture d'entreprise, si Oui. l'entreprise d'aujourd'hui était peut-être un peu plus ouverte, à favoriser ce type de comportement, heu, probablement On y trouverait plus oui, facilement nos places. Oui, ça, en effet, c'est vrai que si on est dans un poste, un peu trop cadenassé, bon, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, d'ailleurs, dans le domaine du salariat, on retrouvera plus facilement les hypersensibles dans tout ce qui est, recherche et développement, innovation, mais aussi dans le marketing, dans les boulots, commerciaux où finalement il y a quand même aussi, une grande part de créativité et de relationnel. Mmh. Alors, je voulais aussi te parler de ta communication, Oui, parce que, le podcast, enfin, c'est vraiment, un bel outil, je pense, en termes de contenu pour faire parler de ton activité. oui. Et je pense que tu avais au départ aussi déjà lancé un blog, Oui. c'est ça? Et voilà, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment est-ce que enfin, en quoi elle consiste ta stratégie de communication? Si tu en as une, hein, parce que peut-être que tu fais les choses de manière très intuitive et Oui, donc en effet, c'est vrai voilà. que je l'ai fait de manière assez intuitive, mais parce que justement, je me dis: «Mais à partir du moment où je suis mon intuition, la stratégie va se mettre en place, d'office. Je serai cohérente avec moi-même puisque finalement, à l'intérieur de moi, il y a un fil qui est là, donc si je le suis, d'office, la stratégie se mettra en place. J'ai commencé en effet, déjà avec mon activité de psychologue, heu, donc nous, déontologiquement, on ne peut pas faire de publicité en tant que telle, on ne peut pas faire de démarchage. Par contre, on est tout à fait autorisé à être présent dans des annuaires, une page Facebook par exemple, où on va juste expliquer qui on est, nos coordonnées, les services qu'on propose, ça c'est autorisé aussi. Donc ça faisait longtemps que j'avais en effet une page Facebook, puis j'ai développé un site internet et ici, depuis janvier, j'ai créé ma page, Facebook, pour le podcast À Comme Atypique ainsi que pour les mots potions, mon activité de bibliothérapeute et je me suis aussi lancée sur Instagram donc là, c'est les débuts donc je suis encore en train d'apprendre mais c'est très chouette parce qu'en plus, c'est pas la même manière de communiquer donc c'est gai aussi à nouveau, à ma curiosité, contente parce que je découvre plein de choses. Et donc sur Instagram, j'ai aussi les 3 pages pour ces 3 activités-là. D'ailleurs, du coup, il faut que je jongle, mais ça va. J'arrive à m'y retrouver jusqu'ici.
Et ça me permet, en fait, toutes ces pages-là me permettent soit de partager des articles que je vois chez d'autres personnes et pour lesquels je me dis: «Ah là, je pense que les personnes qui me suivent pourraient être intéressées», sur diverses thématiques. Évidemment, quand ça touche l'hypersensibilité, je vais plutôt le partager sur A comme atypique. Quand ça touche plutôt les mots, on va dire ça comme ça, je vais plutôt le partager sur les mots potions. Et tout le reste sera sur ma page Bénédicte Godefroy Psy. Et j'ai une newsletter aussi via mon site internet. Et donc, finalement, visiblement, tu me parlais tantôt de stratégie. Visiblement, j'en ai une parce que souvent, les personnes qui m'ont trouvé via, par exemple, ma page Facebook vont me dire: «Ah, j'ai bien aimé ce que j'ai lu, ce que vous avez partagé, et du coup, je me suis dit que ça allait passer avec vous, et donc j'ai pris rendez-vous avec vous.» Et en effet, quand on discute, ils sont pas là en train de se dire: «Ah, mais non, mais rien à voir, vous n'êtes pas du tout comme j'avais imaginé.» Non, au contraire, en général, ils sont même ça se confirme que le courant passe bien et ils sont contents, en effet, d'être arrivés chez moi. Donc, visiblement, j'arrive à retranscrire via mes publications qui je suis, comment je vois mon travail, quelle est ma sensibilité. Parce que oui, on est censé être neutre, mais évidemment, on ne l'est jamais totalement. Donc, il y a quand même des choses, oui, il y a quand même quelque chose de nos personnalités qui passe. En tout cas, c'est clair qu'au niveau du podcast, il y a une authenticité, tu parles exactement de la même manière, là comme ça que sur Oui, ton podcast et c'est sûr que ce sont des outils, je pense, le blog, la newsletter oui, qui permettent de créer un réel climat de confiance, avec son audience ou sa oui, communauté. C'est tout à fait différent que la publicité plus traditionnelle, on est dans un tout autre, rapport, quoi et finalement, c'est vrai que ça correspond bien à des métiers comme le tien qui n'ont pas le droit de faire du démarchage, oui, purement commercial, quoi. oui. Oui, parce que trouver un thérapeute qui nous convient, c'est pas simple parce qu'à nouveau, il y a une notion quand même de personnalité et donc il y a un peu des affinités, une sorte de connexion qui doit se faire. Et c'est vrai que via ces canaux-là, ça permet aux personnes de se dire bah tiens, oui, je sens que ça passe, ça me parle. Ouais, ouais, en effet. Et on parlait d'intuition, enfin et Ouais. notamment de ta stratégie intuitive et donc quelle place tu donnes, à l'intuition dans ta vie, de tous les au quotidien? En fait, elle a toujours eu beaucoup de place. Quand je remonte comme ça, même si à la limite je ne me disais pas explicitement: «Je suis mon intuition», mais en fait finalement, je me rends compte que j'ai toujours été comme ça, de me dire: «Tiens, ça je sens que c'est comme ça, ben hop, je le fais.» Après, plus jeune, j'osais peut-être pas la suivre totalement, même si je me disais: «Il y a une petite voix qui me dit que c'est comme ça que je dois m'y prendre.» Mais bon, par exemple, toutes les personnes qui m'ont dit, «Bah non, ne fais pas, des études de psycho, ça va être difficile après de trouver un boulot», j'ai jamais rien voulu entendre. Moi, je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse et j'ai bien fait, je ne le regrette évidemment absolument pas. Mais voilà, donc oui et non, clairement, sentir quelque chose en moi qui me dit, «C'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois tenter», ça j'ai toujours ressenti. Et au fur et à mesure de l'âge, avec l'expérience de vie, c'est vraiment une voie que j'ai appris à suivre parce que de manière générale, même si c'est pas toujours forcément le chemin le plus facile, qu'elle m'indique, c'est en général le plus gratifiant. Et puis de toute façon, enfin moi je suis fort du style, toute expérience vécue apprend des choses, même si après on se dit: «Bah zut, enfin, je me suis rarement dit: «Tiens, j'aurais pas dû faire ça», parce que, je me dis: «Mais oui, mais ça m'a appris plein de choses.» Enfin, par exemple, le fait que j'ai pas pu être psychologue et que je suis passée, par, responsable qualité dans une entreprise, de mécanique, c'est un truc que je regrette pas du tout parce que vraiment j'ai appris plein de trucs, ça a été super marrant et d'ailleurs ça enrichit vraiment, ma capacité à être, psychothérapeute parce que du coup, il y a des expériences de vie que je comprends, notamment grâce à ça, quoi. Et
Et puis à nouveau, comme je suis quelqu'un de très curieux, ça m'a permis aussi d'explorer des choses que je n'aurais jamais été de moi-même explorer. Donc, oui, c'est ça. C'est vrai que quand on voit la vie plus sous un œil curieux, de se dire j'ai envie de découvrir des choses, ça va être gai, ça facilite. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein. Je suis pas toujours dans un mood aussi positif, mais j'essaye au maximum tant qu'à faire. Mais oui, bah, par exemple, si j'avais pas suivi mon intuition, on ne serait pas en train de se parler maintenant, parce que j'aurais pas développé la bibliothérapie, parce que j'aurais pas fait mon podcast. Or, c'est super marrant d'être interviewée par toi. Enfin, c'est super comme expérience, quoi. Quand j'en parle à mes enfants, c'est oh maman va être célèbre. Oui, enfin on va peut-être se calmer un peu, mais J'aimerais bien que mon podcast ait une audience ouais, internationale, mais c'est pas on y encore le arrivera. cas. Donc, Et quelle est la dernière décision que tu as prise en suivant ton intuition? Hem Bah, la dernière grosse, oui, c'est vraiment la bibliothérapie et le podcast. Oui, en fait, je dirais que c'est même, un peu après ça, en fait, un jour où je n'arrivais pas à dormir et où ma tête, réfléchissait. C'était dans le positif, donc c'était plutôt chouette. Mais en fait, je me suis dit: «Bah oui, moi qui ai envie de faire des séances collectives, enfin des ateliers collectifs en bibliothérapie, pourquoi est-ce que je ne proposerais pas ça à mes collègues, psy, qui ont eux aussi sont indépendants?» Parce que bon, c'est une période, ici les 2 dernières années ont été difficiles pour tout le monde, mais notamment aussi pour nous les psychologues. Et du coup, je pourrais faire, des ateliers de supervision où, on viendrait déposer nos émotions, où on viendrait, recharger, nos énergies et cetera. Et hem et du coup, beh, j'ai proposé ça, à des collègues et pas mal m'ont dit: «Ah oui, ça a l'air intéressant, ça doit être super chouette» et cetera. Et du coup, hop, c'est quelque chose que j'ai démarré et les premiers ateliers vont arriver ici en juin. Mais oui, là, vraiment, c'est cette petite voix qui m'a glissé ça comme ça à l'oreille, alors que je n'arrivais pas à dormir. Et voilà. C'est chouette. Ouais. On arrive tout doucement à la fin du Mmh. podcast déjà. Ça passe super vite et c'est tout à fait passionnant. Merci. Donc voilà, je voulais aborder un peu avec toi, quelles sont tes inspirations en dehors de cette petite voix, qu'on appelle Ouais. est-ce qu'il y a des femmes autour de toi qui t'inspirent ou Hem, qui t'ont inspirée? Beh, finalement, mais c'est plus des femmes du quotidien que vraiment des grandes figures, même si évidemment il y a des grandes figures qui sont, super intéressantes. Mais c'est vrai quand je vois les femmes entrepreneurs, autour de moi qui osent, qui mettent en place, des choses, qui se soutiennent les unes les autres, on se soutient les unes les autres, un peu à nouveau comme on est en train de ce qu'on est en train de faire toutes les 2. Ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui donne une énergie, qui donne la pêche, oui, qui inspire, qui fait on se dit, mais euh, on peut oser, nous, femmes, qu'on soit maman, qu'on ne le soit pas, qu'on soit salarié, qu'on ne le soit pas, qu'on soit en couple, qu'on ne le soit pas, qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut oser mettre des choses en place, vivre par nos propres moyens, vivre une passion, une vocation. Et finalement, oui, c'est sur Facebook ou Instagram, je suis beaucoup, d'entrepreneurs, comme ça, et je regarde ce qu'elles font et j'aime bien voir leur communication, j'aime bien voir, leurs podcasts quand, elles-mêmes elles en ont, à nouveau comme le tien. C'est finalement, oui, c'est plus une source d'inspiration pour moi, toutes ces femmes du quotidien que vraiment les grands noms, parce que des fois ça nous semble un peu inatteignable, comme ça on est là, oh mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Oui, bah peut-être, mais qu'importe, en attendant, on peut quand même faire des choses super chouettes à notre niveau, quoi. C'est déjà bien. Est-ce que tu fais partie de réseaux de femmes entrepreneurs, par exemple? Oui, en effet, ça fait très vite, j'ai intégré à l'époque ce qui s'appelait phare, les femmes actives en réseau, et maintenant elles s'appellent les audacieuses. Et ici dernièrement, j'ai intégré les mompreneurs, donc les mamans entrepreneurs, quoi. Ouais. Ça Après t'apporte des choses? oui, Enfin, ça t'apporte oui, pas mal de choses, ne serait-ce qu'en termes d'échanges, de retours, de soutien, entre femmes, parce qu'on a quand même nos problématiques spécifiques.
mais aussi en termes de sororité, donc en termes d'énergie féminine, comme ça, qu'on s'apporte les unes les autres. Et puis aussi, euh, ça peut apporter, on va dire, des clients directement, mais ça apporte aussi des fois aussi des collègues. Comme je disais tantôt, hein, bah tiens, je vais vous diriger vers quelqu'un que je connais qui fait de la sophrologie. C'est des personnes qu'on a pu connaître de cette manière-là. Ma graphiste, par exemple, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et bah, qui fait partie des mompreneurs. Enfin, c'est c'est un réseau qui se construit. En fait, on ne se sent pas seul. Alors qu'en tant qu'indépendant, normalement, souvent on se dit, mais oui, mais quand on est indépendant, on est seul. Oui, mais en même temps, non. Et c'est super enrichissant, c'est très gai. On se sent connecté en fait Oui, exactement. aux autres et il y a des besoins qui sont similaires et qui sont tout à fait spécifiques aussi. Ouais. Alors, ben, un livre qui t'a inspiré, un seul, hein? Impossible. Impossible, bah oui, Impossible. non, non. Allez, Oh non, allez. il y en a tellement et il y en a en fait qui ont été importants à différentes périodes de ma vie. Donc, Non, je c'est rigole. vraiment la question difficile. Un peu comme quand on dit aussi quelle est une chanson que tu as aimée? Impossible, il y en a trop. Ou Il y en a alors le trop. dernier livre, coup de cœur, Ah oui, ça c'est plus facile. C'était voilà. La bibliothèque de minuit, que d'ailleurs j'avais fait une petite publication à son propos sur l'hémopotion. J'ai vraiment bien aimé. C'est un livre qui se lit super facilement et qui interroge finalement, bah tiens, si j'avais fait d'autres choix au cours de ma vie, qu'est-ce que ça aurait donné? Avec évidemment cette perspective de se dire, ah mais justement, si j'avais fait d'autres choix, ma vie serait meilleure. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Et évidemment, je ne vais pas apporter la réponse, il faudra lire le livre pour le savoir. Mais c'était vraiment intéressant, puisque moi je suis déjà en plus de toute façon dans cette perspective de je ne regrette pas souvent grand-chose. C'était marrant de voir comment il traitait ça. Et c'est d'ailleurs un livre que j'ai pu aussi conseiller à certains patients que je suis déjà. Et donc, du coup, bah, j'ai fait aussi à ce niveau-là des conseils de bibliothérapie. Super, je note, ça me tente pas mal. Mhm. Alors, des podcasts, que tu écoutes, et que tu pourrais suggérer aux personnes qui nous écoutent? Alors, en plus du tien, mais ça, ils le connaissent déjà puisqu'ils écoutent. Moi, j'aime beaucoup aussi les mots qui délivrent d'Héloïse Teilhard, qui est donc celle qui m'a formée en bibliothérapie, qui propose aussi des ateliers d'écriture. Enfin, ils sont super intéressants, je trouve. J'aime beaucoup aussi Le changement X d'Alix Bâtard. Elle parcourt vraiment différentes thématiques dans tout ce qui est une nouvelle manière d'envisager les choses. Par exemple, ici, quand euh, je revenais ici dernièrement en voiture et j'écoutais son dernier épisode qui est sur la mode éthique. Et donc c'était super intéressant de voir comment finalement on peut être malgré tout quand même toujours à la mode, mais de manière beaucoup plus éthique, de manière beaucoup plus durable. Mais alors ça peut être aussi sur la méditation, l'alimentation, enfin c'est assez vaste et c'est super intéressant. Dernièrement, j'ai écouté aussi un épisode J'élève mon fils, puisque j'ai 2 fils, donc ça m'intéressait. J'élève mon fils du podcast Les couilles sur la table, qui est un podcast féministe. Et enfin, c'était vraiment aussi super intéressant. Ouais, il y en a plein que je peux lire. Et puis oui, il y a mon grand classique qui est Les 5 heures, critique cinéma et autres digressions qui me font toujours énormément bien rire, tout en étant hyper intéressant. Euh, oui, mais j'écoute beaucoup de podcasts, franchement. Je suis quand même pas mal souvent en voiture et du coup, j'en profite. C'est surtout en voiture que tu les écoutes? Oui, surtout, où mon lave-vaisselle vient de tomber en rade, donc quand je fais la vaisselle, j'écoute aussi du coup. Oui, moi quand je cuisine aussi, mais je Oui, pense que de toute façon, avant de lancer le sien,
s'inspirer auprès de ce qui se fait Oui. déjà. Enfin, je veux dire, moi aussi, c'est en écoutant, moi, c'est le podcast de Pauline Léniaud, je ne sais pas si tu connais, Ah non. qui s'appelait Le Gratin et où elle interviewait des personnes qui ont réussi dans un domaine ou dans un autre. Ouais. Et c'est vraiment en écoutant ce qu'elle faisait que je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas moi, avec Oui. mon réseau, les personnes autour de moi, pourquoi pas le Ouais. faire à petite échelle. Mais c'est vrai que ce que les autres font, ça reste toujours super inspirant. Oui. Oui, voilà, pour construire ses propres, euh, ses propres outils, quoi. Oui. Oui, en effet. Bah, c'est pour ça aussi qu'en effet, j'aime bien ton podcast. C'est parce que, à nouveau, on entend les histoires, d'autres femmes qui expliquent comment, elles s'y prennent et c'est super intéressant, on rentre pour quelques instants un peu dans leur vie, professionnelle il y a des fois des petites phrases comme ça qui reboostent qui font plaisir à entendre, quoi. C'est ça. Mmh. Et alors, bah, pour terminer, est-ce que tu as une citation qui te guide dans la vie? Oui, alors je recherche mon agenda que j'avais pris tout près de moi et que voilà que j'ai perdu. Parce que en fait, c'est une citation que j'ai gardée dans mon agenda. Ah, le voilà. Que j'ai gardée dans mon agenda pour l'avoir toujours sous les yeux parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est ce qui est plus triste qu'une œuvre inachevée, c'est une œuvre jamais commencée. Et ça me parle beaucoup. Ça illustre bien finalement ta manière Oui, de faire. Et en effet. bah, super. Bah, écoute, merci vraiment pour cet échange et pour ce partage de témoignages. Je mettrai, comme j'ai dit, toutes les références parce qu'il y en a un paquet par rapport à tout ce que tu fais. Oui, Donc oui, tu es du côté de Liège. Je ne oui, sais pas, peut-être qu'un jour tu feras des choses en ligne et que j'aurai la possibilité de participer. Ce sera avec oui. grand plaisir. Bah, les ateliers d'écriture, il y en a certains déjà qui se font en ligne, mais sinon, c'est vrai que les ateliers de bibliothérapie, je me suis déjà dit que j'avais envie d'être un peu nomade, et donc Ah pourquoi ouais. pas, tu pourrais m'inviter une fois, de ton côté. Je viendrai avec ma petite valise et hop, on pourrait organiser ça pour quelques personnes si elles sont intéressées, Bah, par écoute, là-bas, donc c'est ouais, noté et je te prends au mot, ouais, c'est le ouais, cas de avec le grand dire. plaisir. Revenir Donc un peu dans voilà, ma région, ce sera gai. super. Écoute, ben, un grand merci et Un grand merci à à très toi. bientôt sur ton podcast. Ouais. Et voilà, cet épisode clôture déjà la première saison du podcast Les Intuitives. Je tiens ici à remercier toutes les invitées qui m'ont fait confiance et certaines ne savaient même pas ce qu'était vraiment un podcast. Merci à Véronique, Anne-Lise, Catherine, Laura, Larissa, Joan et Bénédicte. Chacune d'entre elles m'a permis de découvrir un univers. Chacune d'elles m'a laissé quelque chose d'inspirant. J'espère que c'est aussi ton cas. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me donner 5 étoiles dans Apple Podcasts, à partager le podcast autour de toi ou encore à m'envoyer un petit message pour me dire tout le bien que tu penses du podcast ou de mes invités. Tu trouveras toutes les références mentionnées dans le podcast du jour sur mon site www.c-copywriting.com. Je m'en vais imaginer la saison 2. À bientôt, j'espère.